j'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. J'ai déjà dit, lorsque j'avais été interrogé au point de départ de cette affaire, que je ne parlais pas des choses que je ne connaissais pas. Je me suis donc toujours gardé d'émettre une opinion, alors que je ne dispose d'aucun document pour plaider telle ou telle vérité. De façon générale, c'est vrai, le Parti socialiste n'entend pas s'engager dans des campagnes de dénigrement qui pourraient atteindre tel ou tel, quelle que soit son opinion politique, sans avoir bien entendu de réelles raisons de le faire, et des raisons de caractère touchant à la vérité et non pas touchant à la politique. Alors il faut que cela soit clair. Mais là, vous êtes donc d'accord avec le chef de l'État qui demande plus de sérénité, disons, dans le débat politique? Ne me faites pas comme ça ne m'intéresse pas d'être entraîné sur le terrain de Valéry Giscard d'Estaing, pas plus que je ne veux me placer sur le terrain aujourd'hui de Georges Marchais. Moi, je vous Cependant, si vous pensez qu'il y a vraiment une conjuration du silence, en revanche. Lorsque on m'interroge, de façon indirecte, je crois que c'est Georges Marchais, je demande qu'il existe une commission d'enquête sur l'ensemble des activités des responsables politiques, sur leur passé, sur leurs agissements, notamment pendant la dernière guerre, lorsqu'ils sont d'âge à avoir vécu cette période. Je dis oui. Et je répète qu'il doit être aisé alors à chacun d'entre eux, et je suis volontaire pour m'y soumettre, comme tous autres, j'imagine, facile de fournir les explications raisonnables et claires sur le temps passé ici ou là. Bref, pour fournir son adresse à travers les événements dramatiques que nous avons vécus. Je suis pour, comme l'avait demandé Gaston Defferre, en réponse à Georges Marchais, je suis pour répondre à ce type de questions et je souhaite que les autres s'y soumettent comme moi. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit des débats sur les relations des hommes politiques et de l'argent, je me permets de vous rappeler que je suis l'un des 15 qui ont répondu à l'enquête du journal hebdomadaire Le Point sur, je crois, 89 demandes adressées aux hommes politiques. Je suis l'un des 15 qui ont répondu. Ce document est donc à la disposition du journal Le Point, et s'il ne s'en sert pas, je peux à tout moment, et je le ferai bien entendu, le publier. Donc je ne vois pas pourquoi on s'adresse à moi. S'il s'agit de juger les autres, si je n'en ai pas le moyen, d'ailleurs je n'en ai pas le goût, alors je me tais. S'il s'agit de rendre compte dans des conditions raisonnables afin que l'opinion publique soit exactement informée qui est et qu'a fait tel et tel responsable, je suis disponible et je réponds oui. Qu'est-ce qu'on peut me demander de plus ? Oui, mais dans la mesure où l'humanité, en quelque sorte, dit, encore une fois, c'est en partie à cause du Parti socialiste et notamment de M. Mitterrand qu'il y a cette affaire. C'est tout à fait étrange. Là, j'ai l'impression que dans cette affaire, l'éditorialiste du Parti communiste, que les dirigeants du Parti communiste veulent à tout prix transformer en affaire politique contre le Parti socialiste, ce qui est une affaire dont jusqu'ici, seuls ont à souffrir, dans la mesure où c'est eux qui sont mis en cause. Le Parti socialiste n'a aucune responsabilité dans cette affaire, ne s'en est pas mêlé. Bien entendu, nous sommes des citoyens, nous nous intéressons aux choses qui touchent à la vie politique de notre pays, mais nous n'aimons pas cela. Ce n'est pas une solidarité quelconque avec une classe politique que je ne connais pas. J'ajoute que la plupart des journalistes qui parlent de la classe politique font eux-mêmes partie de cette classe politique, de telle sorte qu'il faudrait peut-être un peu modérer les jugements. Mais puisqu'il s'agit d'être clair, moi je dis que tout homme politique responsable doit se mettre à la disposition de l'opinion par un moyen à établir, commission, organisation, comité d'honneur, tout ce que l'on voudra, pour répondre de ses actes passés, pour en rendre compte, et le cas échéant aussi, pour dire quelle est la situation de fortune acquise au cours de son mandat politique. Monsieur Marchais, on quitte un peu ce dossier. Il y a un divorce au sein des états-majors de la gauche, on le sait depuis plusieurs mois. Il semble qu'au fil des élections cantonales qui succèdent, ce divorce existe maintenant au sein même des électeurs. Est-ce que cela vous posera, va vous poser des problèmes pour 81 ? Oui, les reports de voix des socialistes, des communistes vers les socialistes font, mais en revanche, ils ne se font pas dans l'ordre inverse. Ce n'est pas juste du tout ce que vous dites là. Alors, en partie. Vous connaissez très bien. En partie. Non, mais ce n'est pas juste. Je vais me forcer de vous répondre. Dans les dernières cantonales, on l'a fait quand même. Non, mais votre expression a dépassé votre pensée. Si vous voulez, disons dans certains cas, vous avez observé très précisément, un des meilleurs reports communistes
que des reports socialistes. Exact. Voilà. Il faut quand même comprendre que le Parti socialiste est en situation d'agresser. C'est lui qui est constamment attaqué par les dirigeants communistes. Ce n'est pas nous qui attaquons les dirigeants communistes. Et bien entendu, l'électorat socialiste finit par être exaspéré de ce procès, de cette sorte de chasse aux sorcières, de ce retour, disons, aux mœurs staliniennes que montre aujourd'hui le Parti communiste. Ils sont exaspérés. Et cela joue encore parce que nous, dirigeants socialistes, nous nous efforçons de raison garder. Cela ne s'applique encore qu'à une fraction assez faible de l'électorat socialiste. Car d'une façon générale, les socialistes, au deuxième tour, votent pour le candidat communiste lorsqu'il est le mieux placé. Donc il faut modérer votre jugement qui risquerait d'être tout à fait incorrect. J'ajoute que le Parti communiste, dans cette affaire, ou les dirigeants communistes, ont fait battre à diverses reprises, et cela vous l'avez oublié, des candidats socialistes fort bien placés pour l'emporter au deuxième tour. Vous avez vu l'élection dans un canton de l'Indre, où l'addition sociale aux communistes, au bénéfice d'un socialiste, et non plus d'un communiste, était considérable. Et le candidat socialiste a été battu. Vous avez vu ce qui s'est passé, ou ce qui aurait pu se passer, dans les élections au Conseil régional d'Aquitaine, où, en somme, on pouvait croire que les communistes allaient préférer M. Chaban-Delmas à M. Labarrère. D'un certain point de vue, les observations que vous venez de me faire, je vais le relier à la conversation précédente. Moi, je serai bientôt obligé de dénoncer devant l'opinion publique cette sorte de Yalta intérieure qui est en train de s'établir entre la droite et les dirigeants du Parti communiste. Une sorte de Yalta pour l'intérieur qui consiste à partager l'opinion publique comme d'autres se sont partagés l'Europe et à faire qu'il n'y ait de place pour personne d'autre et notamment pour le Parti socialiste qui au demeurant se défend fort bien. Car votre observation initiale ne doit pas dissimuler que le Parti socialiste est à l'heure actuelle le seul vainqueur des élections locales. Et même un gain de 10%, c'est assez rare. Je ferai une seule réflexion à ce sujet. Songez aux tourmentes qui nous ont frappés depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis l'échec aux élections législatives. Tout ce que le Parti socialiste a subi de toutes parts, de la droite au pouvoir et du Parti communiste. Et puis aussi les problèmes intérieurs qui ont été répercutés, comme vous le savez, au cours de ces 2 dernières années. Et malgré cela, le Parti socialiste se trouve au niveau, et même légèrement mieux, du meilleur moment de son histoire, c'est-à-dire les années 1976 et 1977. Donc je dis, c'est après tout la politique, ce qu'on appelle la stratégie que le Parti socialiste a défendue, tenir bon, pas simplement tenir bon, maintenir la dynamique, appeler le mouvement populaire à s'assembler autour du Parti socialiste pour sauver et imposer les objectifs de l'union de la gauche, il me semble que cela est de mieux en mieux compris par l'électorat. Oui, mais vous ne craignez pas que le pilonnage du Parti communiste vous pose des problèmes lors du deuxième tour des présidentielles? Naturellement, il nous en pose. Si les dirigeants du Parti communiste veulent l'échec de la gauche, comme cela semble aujourd'hui démontrer, bien entendu, ils peuvent le faire. J'ai déjà dit une fois, je me répéterai, la victoire dépend du Parti socialiste, mais la défaite dépend du Parti communiste. Alors, je ne voudrais pas que notre entretien s'achève là. Il est 13h27 déjà, monsieur Mitterrand. Nous allons jusqu'à 13h34 et nous avons encore à parler sport. C'est un sujet qui vous intéresse. Et nous allons à parler avec Daniel Balavoine aussi. Permettez. Je voudrais dire que limiter... Ça fait 3 quarts d'heure que je suis là et que je m'ennuie à entendre des bêtises. Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je ne parle pas pour vous, monsieur Mitterrand, parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère. Est-ce que vous voulez commencer maintenant ? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, 1 minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Monsieur Mitterrand souhaitait votre présence. Daniel Balavoine dans ce studio pour parler des problèmes de la jeunesse. Je pense que nous aurons eu le temps. Nous aurions eu le temps d'en parler. C'était de ça et non pas de chansons. Et c'était pas de chansons dont il était question. Je peux dire une chose importante. C'est que vous avez parlé pendant 10 minutes au moins de l'affaire Georges Marchais, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marchais faisait pendant la guerre. Ça lui est complètement égal. Ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le Parti communiste encaisse de l'argent
pour le dépenser après, notamment à la mairie de Bagnolet. Ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defferre dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes Français comment M. Raymond Barre, qui est arrivé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps, a dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qui a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marchais, on s'en fout de Georges Marchais, il faut le savoir, ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. Le problème de drogue, de la façon dont le traitent les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez M. Soissons. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est un homme représentatif de la jeunesse. Regardez comment je suis habillé. Ils sont plus souvent habillés comme moi, les jeunes, que comme M. Soissons. Il faut quand même pas rêver. Tout ça, ce sont des bêtises. J'ai encore pris plein de notes au fur et à mesure que vous parlez. Ce que je voudrais savoir, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient on paye 700 francs par mois. Moi, je voudrais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles pareilles. C'est ça que je voudrais qu'on me dise. C'est pas de savoir comment on peut faire pour le changer. Je voudrais qui ose tous les mois demander 700 francs à des travailleurs immigrés pour vivre dans des poubelles et dans des taudis. Ça, c'est ça que je voudrais qu'on m'explique parce que moi, je ne le sais pas. C'est pas l'information qui me le dit. Je voudrais savoir pourquoi M. Boulin a été suicidé ou s'est suicidé ou on ne le saura jamais. Pourquoi M. Fontanet a été assassiné. Pourquoi l'affaire de Broglie n'a jamais été éclairée. Pourquoi le juge Renaud, on ne sait pas ni pourquoi ni comment il a été assassiné. J'en ai d'autres. La seule chose que je peux vous dire, monsieur Mitterrand, j'en profite de vous avoir parce que je suis fier d'être là. Je peux vous le dire. On s'en aperçoit peut-être pas, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler 1 minute. C'est pour ça que j'avais peur de ne pas pouvoir parler. Parce que ça n'arrive jamais. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Non, ça n'arrive jamais. Regardez l'émission qu'il y a eu hier soir sur Antenne 2, les dossiers de l'écran. Enfin, vous n'allez pas me dire que les mômes qui étaient concernés par la contraception... Nous-mêmes ici, nous avons donné assez fréquemment la parole à des jeunes. Je sais bien, on est obligé... Écoutez, vous exagérez l'information, je suis obligé de l'exagérer moi aussi pour résumer. Je la résume à ma manière. J'essaie de lire rapidement mes notes. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement c'est un avertissement. J'ai peut-être du culot de faire ça. Je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. Elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler. Monsieur Mitterrand, vous vouliez dialoguer avec un jeune, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette façon de penser, de réagir, et aussi de s'exprimer, parce qu'enfin Daniel Balavoine s'exprime par l'écrit et par la musique, et droit de citer, puisse être entendue, et donc puisse être comprise. Il le dit à sa manière. Il est responsable de ses paroles, c'est un citoyen, comme un autre, mais typique. Et quand je dis typique, c'est parce qu'il représente, à mon sens, des centaines de milliers de jeunes. Conditions de vie. Où? Dans quelle banlieue? Quel logement? Quel loisir? Entrant dans une société bétonnée, qui se ferme partout devant eux, avec le chômage pour perspective. Je pense que quelqu'un qui sait dire et chanter, c'est-à-dire exprimer sous la forme de l'art, un drame vécu de cette force devait être entendu lors d'une émission de ce genre. Voilà pourquoi. Mais quand Daniel Balavoine parle, effectivement, il rejette l'information, c'est un autre problème, mais j'ai l'impression qu'il rejette tous les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, vous-même, monsieur Mitterrand. Il a le droit, et pourquoi pas moi? Il a le droit. Moi, je suis pour que tout soit dit et pour que tout homme politique puisse être mis en question. Ça m'arrive tous les jours. Et si cela devait arriver avec Daniel Balavoine, eh bien, j'écouterai quand même ce qu'il a à me dire. Bon, alors voilà pourquoi cela ne doit pas amener à un deuxième incident de séance au cours de cette émission. Mais comme il est 13h33 et vous m'avez dit que ça devait finir à 13h34... À 34h30, oui. Et Daniel Cazan n'a pas encore parlé, lui qui s'est passionné pour le football. Je dois quand même vous dire, Daniel Brem, que l'on ne peut pas résumer la politique française à des conflits, d'ailleurs provoqués artificiellement par le Parti communiste, entre Georges Marchais et moi, ou René Andrieux. Et je suis sûr que telle était votre intention. Non, donc je ne vous accuse pas, mais simplement, ici nous nous adressons à des millions de gens qui ont besoin de savoir qu'on n'ait pas pu parler encore du 1,9% d'augmentation des prix au mois de janvier, des 1 500 000 chômeurs aujourd'hui, des 9 milliards de déficit de commerce extérieur sur les 2 premiers mois de l'année, soit presque autant que toute l'année dernière. Qu'on n'ait pas pu parler de la situation des épargnants qui vont peut-être voir augmenter de 6,5% à 7% la rémunération de leur épargne. Tandis que la spéculation
conduit, par exemple, les grandes sociétés qui peuvent emprunter, je m'excuse, je vous dire. Il nous reste 20 secondes. Les grandes sociétés peuvent emprunter à 20% aux États-Unis d'Amérique. Et la dévaluation de fait du franc, c'était la dernière réussite de M. Barr, dévaluation de fait en face d'un dollar à 4 francs 40 et d'un mark à 2 francs 40. Alors, je veux dire qu'il y a quand même deux politiques. Il faut faire le choix. Il y a celle que je dénonce et il y a celle qui est contenue dans le projet socialiste. Il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi je leur ai dit, même si on ne m'en a pas laissé beaucoup de loisirs. Ce sera la Bible.